Bonjour à tous et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. L'année 2022 marque le 50e anniversaire de la visite officielle du président américain Richard Nixon en Chine. Il s'agissait du premier président américain à se rendre en République populaire de Chine. Et comment les relations sino-américaines ont-elles évolué depuis? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. J'ai le plaisir d'avoir sur notre plateau aujourd'hui M. Ding Yifan, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing et chercheur principal à l'Institut Terre. Bonjour M. Ding Yifan. Bonjour. En fait, aujourd'hui, on va revenir sur cette visite historique. Donc, quand on prend du recul, quand on fait cette rétrospective, que pensez-vous de la signification de cette visite? En fait, je pense que la visite du président Nixon a une importance stratégique, significative, à la fois pour les États-Unis et pour la Chine. En fait, à l'époque, le jeu était triangulaire entre les États-Unis, la Chine et l'Union soviétique. Aujourd'hui, nous n'avons plus l'Union soviétique. Et en fait, la visite du président Richard Nixon a ouvert une nouvelle ère entre la Chine et les États-Unis. Les relations entre la Chine et les États-Unis ont joué d'une certaine manière en faveur de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Et ça a complètement changé la structure du monde. D'abord, ça a complètement déstabilisé ce qu'on appelle le système bipolaire. Puis, ça a complètement changé la structure de l'économie mondiale. Donc tout cela, je pense que la visite du président Nixon est un précurseur de tous ces événements qui ont suivi l'évolution de l'histoire. Mais il faut noter que cette visite survient après cet établissement officiel de la relation diplomatique entre la Chine et les États-Unis. Et pendant cette visite, la Chine et les États-Unis ont signé le communiqué de Shanghai. Donc, quels sont les contenus principaux de ce communiqué et quelle est la signification de cette publication? Le communiqué de Shanghai démontre pour la première fois que le gouvernement américain reconnaît l'existence du pouvoir chinois, donc de la République populaire de Chine, en tant que gouvernement légitime de la Chine. Et puis en plus, pour la première fois, le gouvernement américain reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine. Et le problème de la réunification de la Chine est entre les Chinois, entre le détroit de Taïwan, entre l'île de Taïwan et le continent chinois. Et finalement, on est arrivé à un accord là-dessus avant de s'engager à l'établissement des relations diplomatiques officielles. En fait, l'important, c'est de se rappeler que la visite du président Richard Nixon en Chine a eu lieu après 30 ans d'isolement de la Chine et des États-Unis, 30 ans après la guerre en Corée. Parce que la Chine et les États-Unis étaient en guerre sur le péninsule coréenne, etc. Et après, les relations entre les États-Unis et la Chine étaient des relations entre les ennemis. Et pour la première fois, le président américain est venu en Chine, rendre visite donc au président Mao Zedong et négocier avec le premier ministre Zhou Enlai, etc. Donc c'est la première fois que le représentant des autorités officielles des États-Unis reconnaît l'existence de la Chine et accepté de négocier sur un pied d'égalité avec la Chine. Bien sûr, la négociation concerne aussi non seulement les relations bilatérales, mais la stabilisation de la région.
et entre les relations de grandes puissances internationales. Parce que les États-Unis et la Chine ont parlé aussi de l'Union soviétique à l'époque. Ils ont parlé de l'Union soviétique, ils ont parlé des questions de Taïwan, ils ont parlé de la région. En fait, il ne faut pas oublier que le président Nixon avait un véritable casse-tête à l'époque. C'est comment les États-Unis pourraient se retirer paisiblement et avec une certaine dignité, c'était leur terme, de la guerre du Vietnam. Et sans l'accord avec la Chine, sans le soutien de la Chine, la guerre au Vietnam n'aurait pas eu cette fin dramatique. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que le président américain s'est rendu en Chine pour trouver en quelque sorte une espèce de modus vivendi ou d'accord avec les dirigeants chinois. Donc il n'y a rien de hasard vraiment, parce qu'il y avait une réelle motivation derrière cette visite. C'est ça. Alors, comment voyez-vous l'évolution de la relation sino-américaine pendant ces... aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire, donc comment voyez-vous les principaux États? Il faut dire que les relations entre les États-Unis et la Chine ont profondément évolué. Depuis le temps, depuis le premier voyage du président Richard Nixon en Chine. D'abord, prenons comme exemple les affaires commerciales, parce que les Américains sont par nature une nation commerçante. Les Américains font beaucoup attention au commerce, à l'investissement, etc. Et à l'époque, il y avait très peu de commerce entre les États-Unis et la Chine. Alors qu'aujourd'hui, le commerce bilatéral entre les États-Unis et la Chine dépasse plusieurs centaines de milliards de dollars. C'est l'interdépendance économique. Il y a une sorte d'interdépendance entre l'économie chinoise et l'économie américaine, sans parler des échanges humains, culturels, etc. Alors on voit que quelques jours avant le Nouvel An chinois, le Conseil d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi s'est entretenu par téléphone avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il s'agissait du premier entretien téléphonique de l'année entre les deux parties et qui concerne les relations bilatérales. Donc comment voyez-vous l'évolution de la relation sino-américaine en 2022 surtout? En 2022, je pense que les relations seront encore un peu tendues. Quoique les États-Unis relâchent de plus en plus des intentions ambiguës à l'égard des relations bilatérales entre la Chine et les États-Unis, car depuis l'arrivée du président Biden, Joe Biden, au pouvoir, du côté chinois, on espérait que l'administration américaine pourrait changer un peu l'attitude visible de la Chine par rapport à la présidence de Trump. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées dans cette direction-là. Il y avait encore beaucoup de tensions entre le gouvernement Biden et Pékin. Parce qu'on dit que finalement la politique envers la Chine, c'est un peu un accord entre les républicains et les démocrates. C'est probablement le seul problème sur lequel les républicains et les démocrates puissent encore arriver à un accord. C'est pour cela que la Chine est devenue la cible du jeu politique aux États-Unis et tout à fait innocemment, la Chine est devenue victime du jeu politique aux États-Unis. Mais en fait, si vous regardez dans le détail le jeu politique aux États-Unis, il y a une telle radicalisation de la vie politique aux États-Unis que les républicains et les démocrates n'arrivent pas à aucun accord sur les politiques publiques à conduire. Donc, puisqu'ils arrivent encore à un accord sur la Chine, donc ils vont tout faire pour saboter les relations normales
entre les États-Unis et la Chine. Ouais, j'ai entendu dire d'un chercheur américain, il disait lors d'une émission justement que comme la diplomatie, c'est un peu la prolongation De la politique de la politique intérieure. intérieure et c'est très normal que la Chine devient un peu le cible. Donc il a dit que bon, les tensions sont inévitables. Oui, c'est pour cela que pendant la conversation téléphonique entre le secrétaire américain et le Conseil d'État et le ministre des Affaires étrangères chinois, eh bien, pour la première fois, je pense que Wang Yi, le ministre chinois, a posé 3 lignes rouges au secrétaire d'État américain. C'est sur la question de Taïwan. Il faut cesser de provoquer la Chine. Il ne faut pas essayer d'irriter la Chine par encourager Taïwan à faire des gestes diplomatiques ou d'aventurières. Ça, c'est une question que j'aimerais bien un peu approfondir parce que justement, depuis le communiqué de Shanghai signé il y a 50 ans, en fait, les États-Unis ont reconnu officiellement que Taïwan fait partie de la Chine. Et ça. Pourquoi il y a aujourd'hui officiellement, ils ne dénigrent pas le principe de la Chine unique, d'une Chine. Mais en fait, ils vont faire en sorte que Taïwan devienne de plus en plus une entité à part. En tout cas, les hommes politiques américains, par leur visite à Taïwan, par leur déclaration de soutenir Taïwan, à adhérer à des organisations internationales, tout cela sont dans infraction totale avec le principe de la communiqué de Shanghai. Puis, deuxième ligne rouge, c'est cesser de provoquer la Chine et de politiser, par exemple, les Jeux olympiques d'hiver. Et la troisième ligne, c'est cesser de constituer de petits groupements pour tenter d'isoler la Chine. Le cas de AUKUS, par exemple, d'organiser de petits groupements avec l'Australie, le Japon, l'Inde, etc., pour essayer de constituer un encerclement de la Chine. Et tout cela, ce sont interprétés par le ministre chinois des Affaires étrangères comme de petits gestes tentant à isoler la Chine ou tentant à antiquer la Chine. Et tout cela, il faut cesser de faire ce genre de gestes. Mais est-ce que les États-Unis vont écouter, pour vraiment respecter ces 3 lignes rouges? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais, officiellement, les Américains ont l'habitude de dire oui, on va faire comme si. Puis en fait, regardez ce qu'ils ont fait à l'égard de la Russie, par exemple. À l'égard de la Russie, ils ont essayé, au moment du démembrement de l'Union soviétique, plusieurs gouvernements américains ont promis, ils n'ont pas l'intention de heurter aux intérêts de la Russie dans la région. Mais et pourtant, ils ont toujours essayé de faire en sorte que les autres pays de l'Europe de l'Est adhèrent dans leur alliance à l'OTAN, etc. Tout cela pour irriter la Russie. La crise récente de l'Ukraine en est un exemple marquant. Et justement, quand vous dites cette possible formation des petits groupes, en fait, je voudrais bien savoir quelle est votre vision sur l'influence de cette tension entre la Chine et les États-Unis sur le plan géopolitique en général. Je pense en Europe, on a de plus en plus de discussions sur est-ce qu'il faut suivre les États-Unis, est-ce qu'il faut choisir le côté, est-ce qu'il faut avoir une stratégie indépendante. Donc, je pense que ça pousse quand même les gens à réfléchir sur leur diplomatie avec un regard différent. En fait, les Chinois et les Américains ont 2 conceptions des relations internationales totalement différentes. Les Américains insistent beaucoup encore sur la division géopolitique entre les grandes puissances. Mais c'est une notion un peu vieillie.
Pour les Chinois ont l'intention de recréer en avant. Les Chinois ont inventé l'idée de la construction d'une communauté humaine, donc d'une communauté d'avenir partagé. Et tout cela veut dire que les notions ou les démarcations des sphères d'influence, des démarcations géopolitiques n'ont plus aucun sens dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, l'humanité ensemble fait face à des difficultés qui nous hantent, telles la pandémie, le changement climatique, etc. Ce sont des crises planétaires qui nous touchent tous, et les grands pays ont plus grande responsabilité à lutter contre ce genre de fléau dans le monde. Alors que les Américains ne sont pas convaincus de l'argument chinois. Ils pensent qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et la rivalité avec la Chine est devenue tout leur business maintenant. Leur seule idée, leur seule priorité est de prévenir la montée de la Chine en puissance. C'est pour ça qu'ils vont tout faire pour constituer des groupements, pour constituer des blocs, pour constituer, pour signer, essayer de signer avec l'Europe, par exemple, des traités, des accords sur la limitation des transferts de technologie, par exemple. C'est-à-dire tout cela vise la Chine, bien sûr. Mais malheureusement, ils ont mal jugé la situation. Ils ont mal jugé leur capacité et leur dépendance, par exemple, de l'économie chinoise. Mais est-ce qu'on peut interpréter ça d'une manière de dire que, d'une part, c'est artificiel parce qu'il y a des tensions à l'intérieur des États-Unis, donc c'est un cible. Et puis, d'autre part, c'est cette logique de guerre froide ou de la philosophie politique de leurs racines qui fait qu'ils vont penser certainement comme ça. Et je me rappelle un chercheur français qui a avancé une notion assez intéressante. Il a dit qu'avec l'émergence de la Chine, on doit vraiment réfléchir de nouveau sur les termes utilisés dans les géopolitiques, comme vous avez dit tout à l'heure. Par exemple, la puissance, la guerre, la rivalité. Donc, pensez-vous qu'on a besoin aujourd'hui de nouveaux cadres de réflexion pour réfléchir sur les relations entre la Chine et les États-Unis, par exemple? Oui, c'est pour ça que les chercheurs chinois, il y a un certain nombre de chercheurs chinois qui ont inventé le terme de coopération compétitive ou de, ou de rivalité coopérative, comme on veut. En fait, les relations entre les États-Unis et la Chine ne se limitent pas seulement dans le cadre de la concurrence, même dans le cadre de la confrontation. Par exemple, il y a bien sûr un groupe de radicalistes aux États-Unis qui pensent que les relations entre la Chine et les États-Unis sont de nature de confrontation. Mais il faut aussi dire que les États-Unis ont vraiment beaucoup investi en Chine en même temps. C'est ça, si vous regardez les relations commerciales, ou les relations commerciales au sens large, c'est-à-dire que l'investissement, le commerce et tout, il faut croire que la Chambre de commerce américaine en Chine vient de faire un sondage auprès des entreprises américaines installées en Chine. Eh bien, ils ont découvert que finalement plus de 85% d'entreprises américaines, en dépit de cette tension entre les États-Unis et la Chine, ils ont l'intention de continuer leur business en Chine. Ils ont même l'intention d'élargir leur investissement en Chine dans les années à venir. Donc il y a une division entre le discours politique et le réel. Le monde des affaires a plutôt confiance en nos relations bilatérales. Le monde des affaires américaines est enthousiasmé dans les avenirs, dans les perspectives de croissance chinoise dans les années à venir.
Ils sont prêts à investir, ils sont prêts à élargir leurs affaires en Chine. Et seulement du côté chinois, nous avons rencontré un certain nombre de problèmes. Parce que le Congrès américain, donc le Parlement américain, ne cesse de définir des projets de loi visant à limiter l'investissement chinois aux États-Unis ou à limiter les commerces, même le commerce entre la Chine et les États-Unis. Par exemple, bien sûr, ils ont lancé des projets de loi interdisant la vente de certain nombre de produits technologiques des États-Unis à la Chine. Ils vont essayer non pas de complètement stopper l'avancée chinoise sur le plan technologique et scientifique, mais ils ont tout fait pour essayer de retarder le progrès que la Chine pourrait réaliser dans l'avenir dans le domaine scientifique et technologique. C'est plutôt un état psychologique assez normal pour la première puissance mondiale pendant des années. Non? Oui, ça je pense que les Américains ont un attachement un peu particulier à leur statut de la première puissance mondiale. Tout dernièrement, un chercheur américain dit de sinologie, ou un sinologue américain, parce qu'il connaît un peu le chinois, il a écrit un livre sur la rivalité entre la Chine et les États-Unis, prétendant que la Chine avait un projet de dépasser les États-Unis dans tous les domaines. Ils appellent ça le marathon centenaire, c'est-à-dire que, bien sûr, la Chine a des projets dits centenaires. L'année dernière, on vient de fêter le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois. C'est considéré comme un projet centenaire. Puis il y a un deuxième projet centenaire, c'est que la Chine va fêter la fondation de la République populaire de Chine en 2049. Donc ce serait un centenaire de la fondation de la République populaire. Nous avons ça aussi, c'est un projet centenaire. Ils ont dit que la Chine a des projets centenaires de dépasser les États-Unis. Eh bien, l'ancien ministre anglais du Commerce a dit aussi à la télévision anglaise, eh bien, finalement, ce n'est pas un secret, c'est un secret polichinelle, parce que tout le monde sait que la Chine va dépasser les États-Unis un jour ou l'autre. C'est pas un projet centenaire. C'est pas un projet, c'est public. Ce n'est pas un secret, ce n'est secret pour personne, parce que si la Chine arrive à la moitié du niveau de développement des États-Unis, vu le nombre de la population chinoise, eh bien, l'économie chinoise sera plus que le double des États-Unis. Oui, c'est ce qui. C'est normal. Oui, c'est un peu. Mais c'est un peu un dilemme pour les Chinois, c'est-à-dire que le niveau de vie des Chinois, si on compte vraiment le PIB par habitant, c'est encore un peu en arrière. C'est pas les vraiment figures, non pas parmi les 10 premiers. En fait, pour les Chinois, peut-être le niveau de vie n'est pas encore la même chose que les moyens aux États-Unis, mais la Chine subit la pression. De cette pression d'un pays qui va dépasser les États-Unis et qui vont subir des containment. Oui, c'est vrai. Parce que, en fait, il y a un mythe de la première puissance aux États-Unis qui sert à unifier le pays. Ça, c'est quelque chose de très particulier aux États-Unis. Parce que les États-Unis ne sont pas basés sur une idéologie unique. En fait, il y a beaucoup de forces centrifuges aux États-Unis. Il y a, par exemple, le conflit entre le protestantisme et le catholicisme, ne serait-ce que ça. La plupart des immigrés latino-américains sont des catholiques. Et les premiers immigrés sur le continent américain, ce sont
des Anglais, Irlandais, etc. La plupart sont des protestants. Entre le protestantisme et le catholicisme, il y a un conflit, et avec beaucoup d'immigrés récents. L'islam est devenu une religion importante aux États-Unis. En plus en plus de population africaine, comme on dit. Des Américains africains adhèrent à l'islam, sont devenus musulmans. Donc le conflit entre l'islam et le protestantisme chrétien est en train de s'accroître et de façon exponentielle. C'est aussi très important. Il y a beaucoup de tensions à l'intérieur de la société américaine. Il y a beaucoup de divisions. Beaucoup de divisions. Et le trait d'union de tout cela, c'est la première puissance du monde qui cache tout. Nous ne sommes pas parfaits. Le rêve américain. Le rêve américain, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes les plus puissants. Donc, venez aux États-Unis. Et c'est là où vous pouvez réaliser votre rêve américain. Eh bien, c'est pour cela que ce symbole de la première puissance est très important pour cette société américaine. Et une fois, ils ne seront plus la première puissance du monde, eh bien, ce symbole s'écroulera et il y aura beaucoup de problèmes à réunifier le pays. Le plus ridicule, c'est que le gouvernement Biden vient de sortir un rapport sur les relations sino-américaines, etc. Ils accusent la Chine de ne pas respecter les règles de l'économie de marché. Donc, pour cela, ils disent que la Chine n'est pas un partenaire loyal dans le commerce international. Alors que si on regarde les décrets, les projets de loi et les directives adoptées par le gouvernement Biden, on aurait du mal à croire que les États-Unis seraient encore une économie de marché. Parce qu'ils interdisent tout. Ils interdisent les entreprises américaines de venir en Chine, d'investir en Chine, de faire du commerce avec la Chine, etc. etc. Et sur cette base-là, ils osent encore accuser la Chine de ne pas respecter les règles du marché. C'est complètement ridicule. Alors, pour terminer, vous avez évoqué des notions intéressantes comme rivalité coopérative, ce genre de notions. Est-ce que vous pouvez approfondir un peu pour nous donner quelques nouvelles visions concernant la relation entre la Chine et les États-Unis dans l'avenir? Je pense que les relations seront très compliquées à deux égards, parce que même si on regarde la technologie, les États-Unis se croient toujours encore supérieurs à la Chine, donc ils veulent contrôler le transfert de technologie des États-Unis vers la Chine. Mais la Chine insiste beaucoup sur la technologie autonome. Donc la Chine va faire des efforts pour inventer ses propres technologies. Déjà dans plusieurs domaines, tels que la technologie de communication 5G, tels que le train à grande vitesse, ou le train Maglev, bien sûr. La Chine va réaliser prochainement la deuxième génération de trains à grande vitesse. Dans tout cela, la Chine est en train d'avancer sur une voie technologique jamais connue par les pays occidentaux. Voilà. Donc, dans l'avenir, on ne sait pas qui va limiter quel genre de transfert de technologie. Si la Chine réciproque, la Chine prend des décisions de limiter le transfert de technologie ou de limiter la coopération technologique avec les États-Unis. Ça va probablement endommager aussi le développement des États-Unis à un certain égard. Alors, je vous remercie, M. Ding. Merci pour vos éclaircissements. Alors, je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.